Le soleil descendait doucement sur Howe Sound, au large de la Colombie-Britannique, projetant des éclats dorés qui se brisaient en mille reflets à la surface de l'eau. Mark Anderson, plongeur expérimenté avec plus de 10 ans d'exploration sous-marine derrière lui, se préparait à une nouvelle immersion. Ses mains ajustaient machinalement les sangles de son gilet stabilisateur, ses gestes précis trahissant l'habitude et la confiance acquise au fil des centaines de plongées. Pourtant, ce jour-là, sans qu'il le sache encore, une rencontre allait bouleverser son existence. L'eau, à 12 degrés seulement, accueillit son corps avec une morsure glaciale. La combinaison isothermique le protégeait, mais il sentit tout de même la morsure du froid s'insinuer dans ses muscles. Dès qu'il passa sous la surface, un calme absolu s'imposa. Le monde terrestre disparut, remplacé par une immensité liquide, claire et limpide, offrant une visibilité exceptionnelle de près de 30 mètres. Autour de lui, les forêts de kelp se balançaient au rythme des courants, semblables à de mystérieux rideaux verts. Des étoiles de mer multicolores tapissaient le sol rocheux, et des poissons curieux s'écartaient de son passage. Mark avançait tranquillement, appareil photo en main, cherchant à capturer la beauté discrète des créatures marines. Un petit groupe de concombres de mer attira son attention. Il s'approcha, régla son objectif et prit plusieurs clichés. C'est alors qu'il le sentit, une variation infime dans le mouvement de l'eau, une vibration presque imperceptible, mais suffisante pour alerter son instinct. Quelque chose d'énorme approchait. Il se retourna lentement, s'attendant à découvrir un phoque ou une orque curieuse, fréquent dans ses eaux. Mais ce qu'il vit le cloua sur place. À seulement quelques mètres nageait un jeune baleineau à bosse, long d'environ 4 mètres. Ses mouvements étaient étranges, brusques, presque maladroits, et ses petits yeux fixaient intensément le plongeur. Dans ce regard brillait une inquiétude inhabituelle, presque humaine, comme un appel muet. Mark, stupéfait, leva instinctivement sa caméra. Une telle proximité avec un baleineau sauvage était inouïe. Mais l'animal, indifférent à l'objectif, s'approcha davantage, frôlant presque son bras avec son immense nageoire pectorale avant de s'éloigner d'un mouvement brusque, puis de revenir en arc de cercle. Il répéta cette manœuvre plusieurs fois, comme pour transmettre un message. Peu à peu, une certitude s'imposa, la créature essayait de communiquer. Au 6e passage, le jeune cétacé changea brusquement de cap et fila droit devant lui. Après une vingtaine de mètres, il s'arrêta et se retourna, comme pour vérifier si le plongeur suivait. Mark hésita. S'engager à la suite d'un animal sauvage en eau libre pouvait être dangereux, mais quelque chose, dans l'urgence de ses gestes, le convainquit. Vérifiant sa jauge et sa boussole, il décida de suivre son étrange guide. Ils progressèrent vers le nord-est, s'éloignant du rivage. La lumière se faisait plus diffuse, les profondeurs augmentaient. Tous les 30 ou 40 mètres, le baleineau s'arrêtait, donnant à Mark le temps de le rejoindre, puis repartait. Après une distance qui sembla interminable, ils atteignirent une vallée sous-marine peu profonde. Là, au milieu de cette clarté verte, la vision qui s'offrit à Mark le glaça. Un gigantesque corps immobile flottait dans l'eau. C'était une baleine adulte, probablement la mère, mesurant au moins 14 mètres. Mais son état était terrifiant. Son corps était couvert d'une épaisse couche de balanes, formant une croûte grise et rugueuse, parfois épaisse de plusieurs centimètres. Seules de petites zones près des yeux et de l'évent restaient libres. La respiration de l'animal était irrégulière, sifflante, chaque mouvement de sa queue faible et laborieux. Le baleineau se précipita vers elle, la poussant doucement du museau, comme pour l'encourager à bouger. Mais la colossale silhouette ne réagissait que par de légers frémissements. Mark sentit une boule lui serrer la gorge malgré le détendeur. Son expérience lui dictait la gravité de la situation. Un tel envahissement de parasites révélait une immunité effondrée, signe d'une maladie ou d'un empoisonnement sévère. Ses mains tremblaient lorsqu'il tira de son ceinturon son couteau en titane. Il s'approcha lentement, prenant soin de ne pas effrayer le baleineau. La peau de la mer était rugueuse, mais fragile sous la croûte de balane. D'un geste précis, il commença à détacher les amas les plus volumineux. Le travail demandait une force considérable, mais aussi une délicatesse extrême pour éviter de blesser l'animal déjà affaibli. Autour de lui, le jeune cétacé tournait sans cesse, émettant de sourds sons graves qui résonnaient dans l'eau comme une plainte. La baleine adulte cligna faiblement d'un œil lorsqu'il passa dans son champ de vision, mais demeura inerte. Après une demi-heure d'effort, Mark n'avait dégagé qu'une zone de la taille d'une table à manger. C'était insignifiant face à l'étendue du problème. Son manomètre indiquait déjà une réserve critique d'air. À contre-cœur, il dut interrompre son travail. En surface, haletant, il nota soigneusement l'endroit et grimpa à bord de son bateau. Ses doigts tremblaient en saisissant la radio. La voix tremblante mais ferme, il transmit son message. « Et ici Mark Anderson, plongeur certifié. Je suis à environ 1 mile au nord-est de l'entrée de Howe Sound. J'ai trouvé une baleine à bosse adulte en état critique, son corps presque entièrement recouvert de balanes.
Elle est pratiquement immobile. Un baleineau est à ses côtés. Le silence de quelques secondes lui parut interminable avant que la voix posée d'un spécialiste du sauvetage des mammifères marins ne réponde. Après quelques questions précises sur la taille, la profondeur et l'état de l'animal, on lui confirma qu'une équipe de secours arriverait dans l'heure. Pour Marc, cette attente s'annonçait comme la plus longue de sa vie. Il replongea à plusieurs reprises avec un simple masque pour s'assurer que les 2 baleines étaient toujours là. Le baleineau, étrangement apaisé, se contentait désormais de rester contre sa mère, la caressant de temps à autre de sa nageoire, comme pour lui insuffler un peu de force. Le temps semblait suspendu, chaque minute une éternité. Puis enfin, à l'horizon, un navire spécialisé apparut. À son bord, une équipe de 6 personnes, vétérinaires et experts, se préparait déjà à une lutte contre la montre. Le navire de sauvetage arriva sur la zone signalée par Marc, ses coques fendillant les vagues dans un grondement sourd. À bord, 6 spécialistes s'activaient, 2 vétérinaires, 3 techniciens de terrain et un expert en comportement des cétacés. Le chef d'équipe donna ses ordres avec calme, mais chacun percevait la tension. En contrebas, les 2 baleines attendaient, l'une immobile, l'autre tournant nerveusement autour d'elle. 2 plongeurs se jetèrent à l'eau avec des équipements spécifiques. Leurs grattoirs hydrauliques, conçus pour ce type de mission, permettaient de détacher les balanes sans léser la peau sensible du mammifère. Marc, autorisé à les rejoindre, replongea aussitôt. Le baleineau les observait avec une intensité troublante, comme s'il comprenait qu'il se jouait ici l'avenir de sa mère. Chaque bruit, chaque geste résonnait dans ce théâtre aquatique silencieux. Le travail avançait lentement. Les plaques de parasites formaient une véritable cuirasse, parfois incrustée si profondément qu'il fallait de longues minutes pour en arracher un seul morceau. Pourtant, petit à petit, la peau de la géante réapparaissait, plus claire, plus vivante. La baleine adulte réagissait par de faibles mouvements de nageoire, signe timide qu'elle ressentait leur intervention. Les plongeurs se relayaient régulièrement pour économiser leur air. Marc, malgré la fatigue et le froid, refusait d'interrompre ses efforts. Lorsque la majorité des balanes furent enlevées, les vétérinaires procédèrent à un examen complet. L'échographie portable révéla une masse inhabituelle dans l'estomac. Le verdict tomba, la baleine avait avalé un objet étranger, probablement un fragment de filet. Les toxines libérées expliquaient l'affaiblissement dramatique de son organisme. L'équipe n'hésita pas, un transfert vers le centre de réhabilitation marine s'imposait. Risqué, certes, mais indispensable. Avec une précision remarquable, les techniciens installèrent d'immenses flotteurs gonflables et fixèrent des câbles pour stabiliser l'animal. Un remorqueur prit le relais. Pendant toute la traversée, le baleineau suivit fidèlement, à moins d'1 mètre, plongeant et refaisant surface dans un balai régulier. À plusieurs reprises, il vint frôler la coque du bateau, comme pour s'assurer que les humains tenaient parole. Cette fidélité bouleversa Marc, qui comprenait que le petit ne renoncerait jamais à sa mère. Au centre, un bassin médicalisé attendait déjà. Dès que la baleine y fut introduite, l'équipe médicale lança l'opération. Maintenir un animal de cette taille relevait de la prouesse. Les moniteurs indiquaient un état critique, respiration haletante, rythme cardiaque instable, saturation faible. Le moment de vérité approchait. Après une longue procédure, les chirurgiens extrayèrent enfin l'objet. Un large morceau de filet industriel imprégné de substances chimiques interdites depuis des années. Les analyses confirmèrent la présence de tributyltine, un composé hautement toxique qui avait saturé son organisme. La scène plongea l'équipe dans un silence lourd. L'un des vétérinaires résuma d'une voix basse « 3 jours de plus, et nous la perdions ». Ces mots glacèrent Marc. Pourtant, un mince espoir renaissait, l'ennemi invisible avait été identifié et retiré. Désormais, la lutte consistait à purifier lentement son organisme. Des traitements intraveineux furent administrés pour soutenir ses reins et son foie, tandis que des antibiotiques protégeaient des infections secondaires. Chaque amélioration, même infime, comptait. Durant les jours qui suivirent, Marc passa presque tout son temps au centre. Il observait, notait, aidait parfois aux soins. Le baleineau, lui, ne quittait jamais sa mère, longeant sans cesse les parois du bassin, émettant des vocalises graves. Ses sons semblaient emplis d'une inquiétude poignante, mais aussi d'une confiance fragile. Lorsque Marc s'approchait, l'animal se calmait, comme s'il le reconnaissait déjà comme allié. Cette relation muette marqua profondément le plongeur. Chaque journée offrait de petits progrès. La baleine recommença peu à peu à bouger sa nageoire caudale, ses yeux s'ouvrirent plus souvent, et son souffle, bien que toujours irrégulier, gagnait en puissance. Les vétérinaires prenaient soin de la retourner doucement dans l'eau pour éviter les escarres, et appliquaient des pommades spéciales sur les zones irritées par les parasites. Marc participait à ces gestes, ressentant une proximité presque intime avec la créature. Une nuit, alors que le centre reposait dans un silence presque religieux, Marc resta assis seul près du bassin.
La géante respirait difficilement, son œil gigantesque entrouvert. Spontanément, il lui murmura quelques mots, gestes dérisoires mais sincères. Contre toute attente, l'œil sembla se tourner légèrement vers lui, comme une réponse muette. Ce simple signe suffisait à rallumer sa détermination. Il fallait continuer à croire en sa survie, coûte que coûte. Les jours se transformèrent en semaines, et le centre vécut au rythme du souffle fragile de la géante blessée. Chaque matin, les portes s'ouvraient sur l'odeur de sel et de désinfectant, et Marc s'y présentait le premier. Les vétérinaires effectuaient leurs contrôles, prise de sang, échographie, surveillance cardiaque. Les chiffres restaient préoccupants, mais une lente amélioration apparaissait. La respiration devenait plus ample, l'appétit revenait peu à peu, et les plaies laissées par les parasites cicatrisaient sous les soins répétés. On appliquait des pommades spéciales, on changeait la position de l'animal pour éviter les escarres, et on surveillait le moindre signe de rechute. Le baleineau, fidèle gardien, tournait inlassablement autour de sa mère. Ses vocalises graves emplissaient l'eau du bassin, comme un chant ancestral destiné à la maintenir en vie. Les spécialistes notaient que son comportement sortait de l'ordinaire. Au lieu de s'éloigner, il restait collé à elle, jour et nuit, refusant de s'alimenter trop longtemps pour ne pas la quitter. À chaque intervention humaine, il se montrait d'abord agité, puis se calmait dès que Marc s'approchait. Cette confiance instinctive bouleversa le plongeur, qui comprit qu'un lien invisible s'était tissé entre eux. Marc passait ses journées au centre. Il prenait des notes, photographiait chaque étape, aidait à porter le matériel, à surveiller les constantes, parfois même à frotter délicatement les plaies encore sensibles. Les nuits, il restait souvent assis près du bassin, le visage éclairé par la lueur des écrans de contrôle. Lorsque la baleine ouvrait son immense œil, il avait la sensation étrange d'être reconnu, comme si une gratitude muette traversait la frontière entre leurs mondes. Cette certitude suffisait à le retenir, à lui donner la force de continuer. Au bout de 3 semaines, une réunion décisive eut lieu. Les constantes s'étaient stabilisées. La concentration de toxines avait chuté, les reins fonctionnaient mieux et la cicatrisation était satisfaisante. Le choix fut fait, la mère et son petit seraient rendus à l'océan. La préparation dura plusieurs jours. Il fallut coordonner les bateaux d'escorte, vérifier les instruments, préparer la logistique d'un relâché sécurisé. Pour Marc, chaque heure de préparation ressemblait à une veille de départ, à la fois angoissante et exaltante. Le matin venu, un ciel clair se leva sur la baie. L'air était vif, les montagnes environnantes reflétaient la lumière du soleil, et la mer semblait étrangement calme, comme si elle attendait elle aussi ce moment. Sur le rivage, une foule s'était réunie, habitants, scientifiques, bénévoles, enfants des écoles locales. Certains brandissaient des pancartes appelant à la protection des océans. Le silence se fit lorsque les portes du bassin commencèrent à s'ouvrir. La mer et son baleineau restèrent immobiles, comme hésitants. Pendant de longues minutes, ils nageaient près de l'entrée, avançant d'1 mètre puis reculant, comme pour s'assurer qu'ils en avaient le droit. Puis, dans un mouvement majestueux, ils franchirent ensemble la barrière. La mer se referma sur eux avec une douceur solennelle. Les spectateurs retenaient leur souffle. Alors qu'ils s'éloignaient, ils firent volte-face et jaillirent hors de l'eau dans un double saut saisissant. Leurs corps massifs s'élevèrent dans un geyser d'écume, retombant dans un tonnerre de vagues. Ce fut perçu comme un salut, un adieu vibrant adressé à ceux qui les avaient sauvés. Sur le rivage, l'émotion éclata, des applaudissements, des cris de joie, des larmes. Marc, à bord d'un des bateaux, filma la scène, incapable de retenir son propre sanglot. Dans les mois suivants, l'histoire se propagea dans le monde entier. Les journaux scientifiques publièrent des articles sur la toxicité du filet retrouvé, sur la résilience de l'animal et surtout sur le comportement hors du commun du baleineau. Les images prises par Marc furent reprises dans des conférences, des écoles, des campagnes de sensibilisation. Pour beaucoup, cette histoire illustrait l'interdépendance entre l'homme et la mer, mais aussi la responsabilité humaine face aux déchets qui empoisonnent les océans. Marc, de son côté, ne fut plus jamais le même. Il quitta son emploi pour rejoindre officiellement le centre de sauvetage. Désormais, il participait à chaque mission, plongeant pour libérer des phoques piégés, des dauphins blessés, des tortues engluées dans le plastique. Sa vie avait trouvé un sens nouveau, non plus seulement photographier la beauté du monde sous-marin, mais la protéger. Chaque intervention lui rappelait le regard de la baleine et la fidélité du petit qui l'avait guidé jusqu'à sa mère. 1 an plus tard, à la même saison, Marc retourna plonger dans les eaux de Howe Sound. Il ne s'attendait à rien, mais au fond de lui brûlait un mince espoir. Ce jour-là, l'horizon se déchira soudain en 2 gerbes d'eau. S'approchant prudemment, il reconnut les silhouettes familières. La mer, désormais vigoureuse, ne portait plus qu'une cicatrice discrète, souvenir de l'opération. Le jeune avait grandi, puissant et assuré. Pendant près d'1 heure, ils restèrent autour de son bateau, s'approchant, disparaissant, revenant, comme pour jouer.
Le moment le plus fort survint lorsque le jeune s'approcha lentement de la coque. Dans un geste tendre, il la frôla de sa nageoire, puis repartit rejoindre sa mère. Marc sentit ses yeux s'emplir de larmes. C'était peut-être un adieu, peut-être une promesse de retour. Depuis ce jour, chaque souffle aperçu au loin lui rappelle que parfois un simple acte de compassion peut changer 3 vies. Celle d'un homme, celle d'une mère et celle de son enfant. Et au fond de l'océan, il sait que ce lien ne s'effacera jamais.